commencer, je vais donner des instructions. Si je vais faire en français, c'est correct, ou que je les en anglais aussi? En français. Donc, bienvenue au cas de comptabilité. S'il vous plaît, les gens dans la salle éteignent le téléphone, l'appareil électronique si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et pour l'ensemble. Anne-Janine Pédard, auditrice chez Raymond-Chabot. Ariane Dubé, chargée d'enseignement à la faculté ici. David Gina, analyste entrepreneuriat chez Excel-Dor. Alex Louf, conseiller hors de CPA du Québec. Justin Frappé, vérificateur chez Raymond-Chabot de Grant Thornton. Donc, c'est encore. Depuis 1976, votre entreprise a su se démarquer par ses produits de qualité et a connu une croissance fulgurante. Cependant, depuis les dernières années, malheureusement, on a connu une certaine baisse, une stagnation du chiffre d'affaires suivie d'une diminution. C'est pourquoi, en tant que contrôleur, notre équipe, composée de Pascal Rochon, Marc-André Bouchard et moi-même, Stéphanie Labrec, nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider à assurer la pérennité de votre entreprise et à prendre les meilleures décisions pour augmenter sa rentabilité. Alors, notre mandat aujourd'hui, on va tout d'abord aborder la question de la commande spéciale avec un de vos clients. Ensuite, on va aborder la question de la certification ISO sur laquelle vous vous questionnez. Par la suite, on va aborder le projet de la machine ainsi que de l'acquisition d'une autre entreprise. Ensuite, on va répondre à vos autres demandes diverses pour ce qui est de la poursuite et des ressources humaines. Tout d'abord, pour commencer, on va débuter avec une analyse de la situation de votre entreprise, donc une analyse de l'environnement dans lequel elle opère. Alors, pour commencer, comme force de votre entreprise, vous avez connu une croissance très importante depuis le début de votre entreprise. Votre entreprise a une excellente réputation. Elle a la réputation d'avoir des produits de qualité. Vous avez également des relations étroites avec vos clients. Et puis, vous êtes un acteur important dans la région puisque vous êtes là, un employeur principal dans la région. Du côté des défis internes à votre entreprise, on a l'absence de certification ISO qui en ce moment vous nuit par rapport à certains clients là, qui demandent une telle certification. On a également la diminution du chiffre d'affaires que vous avez connu cette année, alors que pourtant l'industrie est en croissance. On a également la rétention de la main-d'œuvre qui est un défi pour l'entreprise, la gestion de la croissance dans le sens où, puisqu'on a augmenté la production, on a fait face là, à plusieurs changements qui sont à gérer et la question de la poursuite. Pour ce qui est des opportunités de votre entreprise, on a le fait que l'industrie du plastique est en croissance. Donc, au Québec, elle connaît une croissance depuis les dernières années de 7,2 %. Également, l'utilisation des matériaux recyclés, qui est de plus en plus une belle opportunité pour se démarquer en tant qu'entreprise. Du côté des menaces, on a la concurrence féroce sur le marché québécois en ce moment, la fluctuation du prix des résines et du pétrole qui fait en sorte qu'il vient gruger votre marge, en fait, puisque les prix connaissent d'importantes fluctuations. Donc, tout d'abord, on va aborder la question de la commande spéciale. Alors, un client multiplastique vous a fait une demande de 10 000 pièces à thermoformage pour 3,2 millions de dollars. Alors, selon votre analyse qui se basait sur la marge brute, vous avez a priori pensé que ce n'était pas nécessairement une bonne idée. Cependant, ici, ce qui est à savoir, c'est qu'on a une capacité excédentaire de 3000 heures machines dans le thermoforage. Donc, ici, il y a 3000 heures machines sur 4000 qui sont en capacité excédentaire puisque le projet demande 4000 heures. Alors, pour analyser cette commande spéciale-là, en fait, on va se baser non pas sur la marge brute qui inclut les coûts fixes, mais bien sur les coûts variables. Puisque, de toute façon, qu'on accepte cette commande spéciale ou non, les coûts fixes sont à payer de toute façon, donc c'est vraiment au niveau des coûts variables qu'il va vous falloir faire une analyse. Pour cette raison-là, en fait, on a déterminé premièrement qu'on avait besoin de 0,4 heures machine par pièce, donc en prenant le 4000 heures machine divisé par le 10 000 pièces. Également, donc avec le fait, donc puisqu'on a une capacité excédentaire de 3000 mais qu'on a besoin de 4000,
on a 1000 heures machines qui sont normalement utilisées pour produire sur le marché, à laquelle on renoncerait, ce qui nous donne 2500 pièces renoncées à laquelle on vend normalement sur le marché externe. Alors, si maintenant, par la suite, on a analysé en fait le nombre de pièces que vous produisez actuellement, qui est de 80 000, également la MCV actuelle, qui est de 3,4 millions de dollars, ce qui nous donne une MCV unitaire de 42,50 $. Alors, en prenant cette marge sur coût variable unitaire-là, en la multipliant par le nombre d'unités renoncées, comme on verra sur la prochaine diapositive, bon. Et donc, voilà. En multipliant ce 2500-là par le 42,50 de marge renoncée, en diminuant par le 10 000 unités de la commande spéciale, on obtient notre coût de renonciation de 10,62 $. Par la suite, on additionne ce coût-là des coûts variables de la commande, donc 220 pour la matière première et la main-d'œuvre. C'est les mêmes coûts qu'on prenne du recyclé ou du non recyclé. Par contre, on va vous suggérer d'aller de l'avant avec des matières recyclables pour votre image de marque, et puisque c'est la nouvelle tendance dans l'industrie, donc ça va être important de ce côté-là, on additionne le 60 $ de FGF, on obtient 280 $. Alors, dans une telle situation, on accepte la commande si notre prix est supérieur au coût variable et à la marge sur coût variable renoncée. Ici, avec un prix de 3,2 millions de dollars, comparativement à 2,9 millions, on voit bien que le prix est supérieur et donc on accepte la commande. Les avantages sont que cette commande va nous permettre d'aller chercher une marge sur coût variable supérieure de 293 000 $. Donc, grâce à cette marge-là, on va pouvoir venir répartir nos coûts fixes sur un plus grand nombre d'unités, ce qui va diminuer le coût unitaire de production. Également, il y a une possibilité de collaboration future avec le client qui pourrait être très intéressante, puisque ça pourrait ouvrir un nouveau marché sur lequel le client va se faire connaître, et également, ça peut augmenter nos ventes futures, notre chiffre d'affaires. Également, ça augmenterait la visibilité de l'entreprise. Pour ce qui est des inconvénients, en fait, en renonçant à ce 2500 unités sur le marché habituel, il faudrait être certain que cette renonciation-là n'engendre pas de frustration de la part de nos clients et puis s'assurer de pouvoir quand même faire leur commande dans un délai raisonnable. Pour ce qui est de la certification ISO, vous avez en ce moment, vous n'avez pas cette certification-là, et cela, c'est une préoccupation grandissante là, pour les parties prenantes, les gouvernements, les clients. Les clients veulent de plus en plus des entreprises certifiées ISO, donc ça aurait pu vous nuire malheureusement dans un contrat de vente, et puis ça pourrait vous nuire également dans le futur par rapport à d'autres contrats de vente. Donc, également, plusieurs concurrents possèdent cette certification-là ISO en ce moment, ce qui fait en sorte que des clients pourraient choisir d'aller vers eux plutôt que vers vous. Alors, nous, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous recommande, c'est en premier lieu d'adopter la norme ISO 14000. Donc, on vous recommande de faire appel à un consultant externe afin de vous aider au départ à mettre sur pied cette norme et à pouvoir évaluer cette norme-là. Donc, dans les premières années, évidemment, là, le temps que vous compreniez comment adapter vraiment cette norme à votre stratégie d'entreprise et comment l'implanter dans vos résultats. Également, on vous propose de nommer Jérôme comme directeur de la qualité, puisque c'est le machiniste le plus expérimenté, donc il connaît bien les procédés et il pourra vous aider à intégrer certains indicateurs environnementaux. Également, c'est une norme qui est reconnue sur le marché, donc une norme qui pourra vous aider à améliorer les relations avec les parties prenantes, également améliorer la visibilité, l'image de marque de votre entreprise, également les ventes, puisque d'autres clients pourraient décider d'aller vers nous grâce à cette certification-là en la mettant de l'avant. Également, donc avec cette norme-là, on va établir des cibles environnementales, puis on va les intégrer vraiment dans la gestion de notre entreprise, dans les cibles de notre entreprise. Pour suivre leur performance, c'est vraiment s'assurer que le côté environnemental est pris en compte. Même si on a des coûts de 25 000 $, en tenant compte du crédit d'impôt, on croit vraiment que les avantages reliés à ça pour la marque, pour les ventes, les avantages dépassent en fait ce 25 000 $-là. Également, ce 25 000 $-là, donc il va être comptabilisé en fait en charge, là, selon les charges qu'engendre cette norme ISO, puisque un actif, pour être comptabilisé en actif, il faut qu'un élément amène des avantages futurs, soit contrôlable, identifiable et séparable. Cependant, cette norme-là n'est pas séparable pour être vendue à part, donc vraiment, on va comptabiliser ce 25 000 $-là en charge en coût. Dans un deuxième temps, ce qu'on vous propose, c'est d'adopter la carte stratégique et un tableau de bord
qui inclut ces perspectives-là de développement durable, donc environnemental et social. Donc, on vous propose d'intégrer le développement durable davantage dans votre entreprise et la norme ISO et de communiquer ça à l'ensemble des employés pour qu'ils soient au courant de cette nouvelle norme, puis de qu'est-ce que ça va changer dans l'entreprise et des nouvelles cibles qu'on a fixées. Donc, ça va aider à sensibiliser les employés à l'importance et à l'intégration du développement durable, également à aligner les employés et les motiver à atteindre une meilleure performance, donc en fixant des objectifs. Et également, c'est un bel outil de divulgation aux parties prenantes qui pourra vous aider du côté de votre image de marque et à traduire la stratégie en relation de cause à effet pour que vraiment on aille une stratégie claire sur les différents axes. Donc, en intégrant la partie développement durable à une carte stratégique, on se retrouve avec les axes financiers, parties prenantes, environnementales, sociales, processus interne, formation et croissance, ces axes-là étant tous reliés, là, formant une pyramide. On va également vous proposer d'inclure un tableau de bord également. Donc, pour chacune des stratégies, des axes de vos tableaux de bord, on va intégrer des mesures de performance, donc des indicateurs guides et témoins. Ici, on a des projets et tout d'abord, on va commencer par évaluer le coût moyen pour l'enlever du capital est une variable primordiale lorsqu'on évalue tout projet d'investissement. Ainsi, notre coût moyen pour l'enlever du capital, eh bien, on utilise le fonds propre de 15,5 % et le coût d'emprunt de 6 % actuel à lesquels on va pouvoir s'endetter pour faire nos projets. La pondération, bien, on a mis 50 % chacun. Pourquoi? Présentement, on a 36 % de dette. Le marché, c'est 30 %. Cependant, notre cible, c'est quoi? Eh bien, on va s'endetter pour faire les projets. Donc, on a utilisé 50 % et on ne veut pas utiliser non plus 60 % qui est la clause de la banque. On se garde une marge de manœuvre pour s'assurer d'une bonne continuité d'exploitation. Donc, sur notre projet de presse-injection, on est allé sur certaines petites hypothèses. Donc, tout d'abord, que les machines pouvaient nous donner un rendement de 7000 heures machines par année, d'une durée de vie de 7 ans et bien sûr d'une marge sur coût variable de 95 $ par unité, par heure machine, pardon. Donc, quand on y va par la suite, la démarche qu'on a utilisée afin de tout métiger ça ensemble, c'est on a fait une moyenne pondérée sur les différents scénarios, donc le pessimiste, le réaliste et l'optimiste. Bien sûr, l'optimiste, il était pondéré à 15 % seulement, donc on y va plus sur des données qui sont conservatrices dans le but d'assurer la pérennité du projet. Donc pour les années, ça nous a donné un résultat de 61 %, 68 % pour les 2 et 3e, et par la suite 74 % de l'utilisation de la machine. Donc ça va nous permettre d'avoir une utilisation excédentaire, mais aussi ce temps-là, il prend en compte le changement des produits. Donc c'est pas 100 % comme l'analyse de départ. Donc, les flux monétaires à un taux d'actualisation de 9,55 %, ça nous a donné une valeur actuelle nette qui est grandement positive de 369 000 $. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un projet qui est assurément positif. Par contre, étant donné qu'on veut vraiment s'assurer de la rentabilité du projet, on a décidé de jouer un petit peu sur les taux d'actualisation parce qu'on ne sait pas toujours les rendements dans le futur sur des projets qui peuvent être risqués. Parce que ce projet-ci, c'est pour des nouvelles pièces. Donc, c'est un marché qu'on n'a pas nécessairement touché. Donc, on est allé sur un scénario un petit peu plus pessimiste à 8 % qui nous donne une valeur actualisée nette qui est de 424 000. Donc, on voit que même si on diminue ou on augmente le taux d'actualisation, le taux reste quand même grandement positif. Par la suite, à 12 %, c'est là qu'on vient ajouter du risque, donc près du capital de risque. Donc, on vient à 285 000 qui est notre valeur actualisée nette. Donc, c'est un projet qui est tout de même encore rentable. Donc, on vient par la suite ajouter un délai de récupération parce que ça, normalement, c'est autant la meilleure question. Dans combien de temps on va recouvrir notre argent? Bien, le délai de récupération ici, c'est 5,3 années. Donc, après 5,3 années, on va avoir notre 1 million $. Les avantages de la machine, élargissement de la gamme de produits, mais surtout un meilleur traitement des polymères recyclés. On voit que la mission se dirige maintenant vers l'utilisation du recyclé puis transmettre des bonnes valeurs de développement durable. Donc, on croit que cette machine-là va pouvoir permettre d'assurer la pérennité en fonction avec les opportunités qui sont disponibles à saisir.
Donc, le seul petit inconvénient qu'on va parler par la suite, c'est le besoin de personnel qualifié. Ça, on s'entend, le personnel est très difficile. On a du personnel qui vont chez les concurrents, donc on va essayer d'aller chercher des nouvelles méthodes pour les conserver, donc la rétention des employés et aussi l'accroissement de nouveaux employés. Ainsi, on est rendu à l'acquisition de Moulage Inc. Est-ce qu'on y va de l'avant ou plutôt on garde notre argent dans nos coffres pour mieux en profiter, entre autres avec l'achat d'équipements? Eh bien, tout d'abord, première méthode, l'actif net. Qu'est-ce qu'il y en est? On a une offre de 2 millions sur la table et la valeur de l'entreprise au livre est de 1,76 million de dollars. Entre autres, il va falloir faire une évaluation à la juste valeur de certains comptes, entre autres les comptes clients qui sont très importants d'une valeur de 1 million, les stocks et les immobilisations pour vraiment avoir une valeur qui va représenter la juste valeur des actifs dans les livres. Ensuite, on se retrouve plutôt avec la méthode des flux monétaires. Eh bien, à ce niveau, on a fait une petite fluctuation sur le coût pondéré, le coût moyen pondéré du capital. Tout d'abord, on a pris le taux moyen de l'équité à 15,5 %. On y a rajouté un 2 % pour la prime, étant donné que c'est un secteur de niche qui peut s'essouffler beaucoup plus rapidement que le secteur régulier. Ainsi, on se retrouve avec un CMPC pour l'acquisition de 10,85 % et, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des pondérations de 50 % pour les fonds propres et 50 % pour la dette. Ainsi, on continue avec les hypothèses. Une durée de 5 ans, un taux de croissance qui représente le marché de 7,2 % et également un taux de croissance final de 2 %. Ainsi, on a un CMPC et également le CMPC, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de 10,85 %. Si on regarde un peu aux flux monétaires, c'est bien important, c'est ça qui nous intéresse, les flux monétaires. C'est ce qu'on va recevoir dans nos poches dans les futures années. Ainsi, sur les 5 prochaines années, eh bien, on a une valeur également de fin qui est relativement élevée. Cependant, la valeur de fin, en réalité, il faut la diminuer, qu'on a diminué de 500 000. Pourquoi? Eh bien, comme votre collègue nous l'a mentionné, à la fin des 5 années, il va falloir des investissements importants. Donc, on a pris comme hypothèse que les investissements minimaux vont être de 500 000. C'est pourquoi on va réduire une valeur de l'entreprise de 2,4 millions de dollars. Le délai de récupération est supérieur à 5 ans et en réalité, il va se représenter là, sur une fois qu'on va avoir fait d'autres investissements, donc le délai qui est assez long. Ainsi, si on regarde un peu plus à la valeur avec une analyse de sensibilité, eh bien, on a un CMPC de 10,85 % de 1. Le chiffre qui est vraiment important, en fait, ici, sur notre CMPC, notre valeur d'entreprise, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en phase, c'est le taux de croissance de 5 % et un CMPC de 10,85 %. On a une valeur d'entreprise de 1,7 million de dollars. En fait, ce que je vous ai présenté tantôt, c'était un peu différent. C'était entre autres le taux de croissance de 7,2 % et le CMPC de 9 %. Mais ce qu'on veut vraiment mettre en phase, c'est la valeur de 1,7 qui est inférieure au prix demandé. Ainsi, également, une petite analyse financière relative à nos ratios et au secteur. Eh bien, on voit que le ROE est inférieur à nos propres ratios. Cependant, une marge nette qui est un peu supérieure, mais toujours inférieure à l'année 2013. On se souvient qu'en 2014, on a eu quelques difficultés. Ainsi, des rotations de comptes clients et des rotations des stocks qui sont nettement plus négatifs. Des comptes clients, comme je l'ai mentionné, d'un 1 million de dollars. Donc, la question, c'est de se poser, est-ce qu'ils sont en train de nous vendre les comptes clients ou est-ce qu'ils sont en train de nous vendre l'entreprise? C'est vraiment ça qu'on veut s'informer et on ne veut pas se représenter avec des comptes négatifs. Ainsi, l'avantage, eh bien, le thermophage par pression, c'est nouveau, c'est éco-responsable. Cependant, les ratios défavorables, le délai de recouvrement qui est supérieur à 5 ans et une niche très spécialisée qu'on n'est pas nécessairement bon dans le secteur. Donc, on vous conseille de ne pas investir, mais cependant investir dans la presse à injection. Ainsi, pour le financement, eh bien, on se finance à 100 % par dette. Nos ratios d'endettement suite à l'acquisition de la presse par injection vont être de 41,65 % et une marge brute de 12 % qui est grandement respectée selon les clauses de la banque. Donc, pour parler de la poursuite,
Présentement, les avocats sont en pourparlers pour savoir qu'est-ce qui va en devenir. Est-ce que c'est plus probable qu'improbable qu'on va avoir à payer le 250 000? Donc, selon les normes, la question c'est est-ce que c'est identifiable? Oui, on a dit c'est 250 000. La question c'est est-ce que c'est plus probable qu'improbable? C'est là qu'est la question. Donc, il va y avoir plus de travaux, plus d'informations qui vont être à demander pour savoir est-ce qu'on doit le comptabiliser comme un passif ou est-ce qu'il faut simplement le divulguer en voie de note. Donc ça va être la grosse importance. Par la suite, on a parlé qu'il y avait des préoccupations au sein des employés par rapport aux émanations toxiques. Donc, il serait peut-être d'avoir une communication claire envers les employés pour s'assurer que toutes les normes sont respectées. Donc, ici au Québec, souvent, c'est la CSST. Donc, simplement s'assurer que tout est bien respecté et de le communiquer comme il faut. Pour qu'est-ce qui est des ressources humaines, il serait important d'investir la règle du 1%. Donc, présentement, vous avez une masse salariale en haut d'1 million. Donc, tant qu'à donner cet argent-là au gouvernement, simplement l'investir dans les employés de qualité. La rétention des employés, c'est important. Écouter leurs demandes, peut-être faire des ajouts, comme des espaces d'employés, tout ça. Et pour certainement, le bonus, qu'est-ce qui est important, c'est de l'aide sur des facteurs financiers et non financiers contrôlables. La présentation est terminée. Vous avez exactement la question. Est-ce qu'on peut revenir sur la conclusion quantitative de l'acquisition de Moulage Inc. et pourquoi vous ne la prenez pas? Oui, absolument. En fait, notre valeur d'entreprise avec un CMPC de 10,85 et un taux de croissance de 5 est inférieur au prix demandé. Et également, ce qu'on a peur en fait avec cette acquisition-là, c'est qu'on se fasse vendre surtout des comptes clients de 1 million de dollars. Donc, est-ce que ces comptes clients-là ils peuvent être dépréciés et il va falloir vraiment évaluer ces comptes clients-là si ça pourrait être plutôt diminué dû aux mauvaises créances. Est-ce qu'il y avait des sources de liquidité dans Moulage Inc. qui auraient pu permettre de réduire la valeur du prix d'acquisition ou d'autofinancer finalement cette entreprise-là? Absolument. En fait, lors de notre évaluation d'entreprise, on a également ajouté les trésoreries et équivalents de trésorerie, soit les placements de l'entreprise qui n'est pas nécessairement dans son secteur. Donc, on a ajouté à la valeur d'entreprise de 1,7 million de dollars. Vous ne pensez pas qu'on pourrait négocier? En Parce effet, que ça nous permet quand même d'aller chercher des procédés avec lesquels on est tout de même à l'aise. On est dans le Donc, oui, thermofromage, merci. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a source de négociation? Et si oui, donc quel prix qu'on pourrait demander? absolument. C'est sûr qu'il y a toujours source de modification. Entre autres, lors de l'évaluation des comptes clients, on pourrait donner comme conclusion que les comptes clients ne sont pas nécessairement évalués à la juste valeur. Donc, ça pourrait nous donner un bon argument pour la négociation. Ces personnes sont prêtes à vendre, donc c'est sûr qu'ils sont prêtes également à descendre pour un prix qui va être de faveur chacun d'une part et d'autre. Cependant, on pense toujours que côté stratégique, on a mieux investir notre argent dans la presse injection et faire attention surtout à nos clauses qui sont exigées par la banque de 60 % du ratio d'endettement et de ne pas dépasser le 40 % également des fonds de roulement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire d'aller dans un nouveau secteur d'activité parce qu'on n'a pas de portefeuille de clients? C'est un nouveau procédé, les ressources humaines sont déjà un petit peu échaudées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire? Est-ce que ça ne devrait pas se refléter dans le CMPC? Pour la nouvelle machine? Oui. En effet, on aurait pu le refléter dans la nouvelle machine. Cependant, considérant la partie développement durable qui utilise beaucoup de matériaux recyclés, eh bien, c'est un secteur qu'on est obligé d'aller. Si on ne se tourne pas vers des nouvelles technologies, on va seulement déprécier notre entreprise. Donc, nous sommes obligés d'aller nous ne sommes pas obligés, mais nous devons conserver un CMPC qui respecte l'entreprise. Pour faire un petit pouce sur le CMPC, la pondération de 50-50, c'est à mi-chemin entre le maximum qu'on peut atteindre et la situation actuelle. Est-ce que ça n'aurait pas été préférable de prendre la réalité de ce qu'on va la structure financière future de l'entreprise une fois qu'on va avoir tout conclu nos projets? Est-ce que ça représente ce 50%-là, 50-50, ou c'est vraiment juste une moyenne de deux choses?
Non, en fait, c'est vraiment pour nos projets futurs. Présentement, on a de l'argent sous la main avec la banque et notre cible est de 50%. Donc, c'est pour cette raison-là que notre cible future reste 50%. Donc, ça représente votre structure financière future. Exactement. J'ai une petite question par rapport à. Vous avez parlé de tableau de bord équilibré, carte stratégique. Pensez-vous qu'on est rendu là? Je pense que c'est certain. En fait, tout d'abord, ça va être important dans l'ordre des choses d'avoir la norme ISO, donc de s'assurer d'avoir cette norme-là. Par contre, cette norme-là va devoir être communiquée aux employés parce qu'actuellement, les employés sont mécontents. Donc, on pense qu'on a besoin d'un réalignement stratégique de l'ensemble de l'entreprise, des employés. Donc, les employés ont besoin d'être motivés et de savoir qu'on veut vraiment les aligner là, et de savoir quelle est la stratégie de l'entreprise, vers où elle s'en va. Donc, il y a eu des résultats un peu plus difficiles dans les dernières années. C'est pourquoi on voudrait que cet outil-là aussi rassure les employés pour leur assurer qu'on a vraiment une stratégie, un plan et leur démontrer c'est quoi et leur montrer aussi l'importance d'intégrer le développement durable dans ce plan-là pour l'entreprise. Donc, pour être certaine que je comprends bien, demain, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'achète la machine et que je travaille à inclure ISO dans mon processus. C'est ça les éléments, ou il y a d'autres éléments que... En fait, effectivement, si on regarde notre échéancier, en fait, notre échéancier à court terme, c'est surtout de s'occuper de la poursuite, entre autres, d'y aller avec la certification ISO, les machines, mais également la formation de personnel qui va être demandée pour avoir le personnel requis pour les machines. Et c'est surtout ça qu'on veut se concentrer dans un avenir prochain. Merci.